Alors, merci à chacun de regagner sa place. Donc, il m'a été confié la responsabilité de coordonner une table ronde qui va être structurée suivant un format beaucoup plus interactif et spontané, puisque nous avons rien moins que 6 voire 7 intervenants à propos de cet amendement Touraine dont chacun a forcément entendu parler, car dans l'actualité, il en a été beaucoup question. Il a suscité beaucoup de tensions, beaucoup de débats. Je rappelle au moins, pour commencer, l'idée qui a présidé à cet amendement. Le taux de refus étant stabilisé à 30%, le législateur a pensé que, en minorant l'intervention des tiers, en particulier de la famille, il pouvait peut-être rendre plus facile la décision de la famille, étant entendu qu'il y a deux motifs qui semblent enchevêtrés. On aura peut-être des éclaircissements tout à l'heure. D'un côté, augmenter le nombre de donneurs et en même temps soulager la famille d'une décision trop lourde, accablante, qu'elle n'est pas en mesure de prendre dans ces circonstances émotionnelles. Alors, je vais donc proposer aux intervenants de nous donner leurs sentiments sur cet amendement. Et je commencerai par Sadek Beloussif, qui va nous donner son opinion. Et je donnerai ensuite la parole à M. Dorez, M. Dupré, M. Fassatoui, M. Lachab, je ne sais même pas s'ils sont présents autour de ça. Ah, Madame, excusez-moi, Madame. Monsieur Milon et Monsieur Sabouret, est-ce que vous êtes tous là autour de cette table? Alors, je vous remercie de respecter le temps de parole. Vous avez 5 minutes. Alors merci Pierre, je vais prendre 3 minutes alors parce que j'ai beaucoup trop parlé, simplement pour dire que finalement dans l'attention entre le dialogue singulier entre le soignant et le soigné, le consentement est devenu un impératif essentiel en médecine maintenant. Et le consentement éclairé est devenu vraiment un élément essentiel. On est plusieurs au plan éthique de manière générale à lutter contre le consentement éclairé. Et on voudrait substituer à consentement éclairé la notion de choix éclairé. Quand je demande à un patient son consentement éclairé, je l'ai déjà mis dans la voie de l'acceptation. Vous ne verrez jamais un médecin ou un chirurgien demander un refus éclairé auprès du patient. La notion de choix éclairé est sans doute celle qui serait la plus juste ou la plus équitable. Et il nous semble que cet amendement introduit une rupture de consentement et s'éloigne beaucoup du choix, une rupture de consentement et une rupture finalement de la confiance qu'il y a entre les deux parties. Il y a de multiples façons de demander le consentement à un patient, même si je veux le choix. L'assentiment, l'acquiescement, l'approbation, l'autorisation sont autant d'éléments qui sont synonymes et qui sont en même temps différents. Moi, je reste marqué par les cours d'instruction civique, on appelait ça la morale à l'époque, et qui disait que nul ne peut décider pour autrui. Depuis la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges, nul ne peut décider pour autrui, donc on doit distinguer, nul ne peut être juge et partie. Il faut distinguer une instance d'instruction d'un dossier et une instance de décision. Quand on dit nul ne peut décider pour autrui, ça veut dire que quand je ne serai plus là, la famille ne pourra pas décider pour moi. C'est valable dans les deux cas, c'est valable pour les deux parties. Ça veut dire que non seulement la famille ne peut pas décider pour moi, mais le docteur ne peut pas décider pour moi non plus. Et je crois que cet élément-là est important et que ça risquerait finalement de manière utilitariste de n'apporter que très peu d'organes en plus et de manière symbolique et politique serait absolument détestable. Ce d'autant que ça n'empêcherait pas les professionnels. J'ai cité tout à l'heure l'enquête de Bernard Lotti qui disait que quel que soit le mode législatif, les médecins et infirmières de prélèvement et de coordination avaient les mêmes pratiques, de recueillir auprès des familles le témoignage du proche.
Et finalement, je vois que dans l'exposé de la loi, la déclaration du refus peut se faire principalement par l'inscription dans le registre national des refus. Si ça peut se faire principalement par, ça veut dire que ça peut se faire accessoirement par le témoignage oral de la famille. Donc finalement, je trouve que je peux, en étant un peu... le maréchal Lyotet disait il faut écrire comme si le lecteur était bête et mal intentionné. Eh ben, en étant bête ou mal intentionné, je peux constater que ça ne changerait absolument rien dans ma pratique, mais que ça induirait un risque d'insincérité générale entre la population et ses soignants. Merci Sadek de nous avoir répondu avec précision et concision. Dans le texte de la loi actuelle, il est question que la famille recueille une opposition éventuelle. Est-ce que ce mot opposition, au fond, n'est pas gênant? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre le législateur d'avoir peut-être reformulé les choses différemment? Je vais poser la question à Didier Dorez. Bien Didier Doré, si ça ne vous dérange pas, donc je représente un peu le monde de la coordination hospitalière. Je suis membre de la Société française de médecine de prélèvement d'organes et de tissus, où on n'est pas beaucoup d'acteurs, mais assez motivés autour du sujet, et où on avait pris avec l'Association française des coordinations hospitalières une position commune au moment de la sortie de l'amendement, et avec laquelle on travaille dans le groupe de travail ministériel pour essayer de mettre en place les choses autour de cet amendement. Je vais être peut-être un peu long, mais je vais profiter de la tribune pour essayer d'exprimer un peu notre position. Je vais remercier Jean-Louis Touraine d'avoir remis un peu d'animation dans ce débat où finalement il n'y avait plus beaucoup de discussions à part au niveau des professionnels sur le sujet de l'opposition, du recueil de l'opposition et comment on faisait, même si c'est un peu contre-productif initialement. Je pense que finalement on a depuis quelques mois en France un débat qui est un peu élargi par rapport à ce qu'il était. Je pense que la méthode n'était pas la bonne, mais finalement le résultat va peut-être être à peu près efficace. Le consentement présumé, c'est un consentement pour un médecin qui est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. Comme je viens de l'entendre, on ne présume pas du consentement de quelqu'un a priori. C'est une conception qui, je pense, date d'il y a une quarantaine d'années de la façon de faire de la médecine, et c'est plus la façon actuelle de faire de la médecine, où on est dans le dialogue quotidien avec le patient, avec ses proches quand on est en réanimation, et qu'on construit des décisions qui sont communes et non pas imposées par un texte réglementaire, ou même quand il y a des réglementations ou des propositions de société savantes, on va en faire une discussion, un arbitrage avec le patient ou avec les proches pour conclure et conduire une décision qui soit portée et conçue collectivement, enfin au moins 2 ou 3, et que ça c'est vraiment l'essentiel de la pratique médicale maintenant. Donc on est à peu près convaincu que cet amendement et la modification de l'amendement ne sert à rien pour la pratique des coordinations hospitalières qui, je pense, dans la plupart des cas, continueront à faire comme elles faisaient jusqu'à présent, c'est-à-dire discuter le plus possible avec les proches pour arriver à un don qui soit acté, au décours duquel on prenne soin de la personne mourante, qu'on prenne soin de la famille et des proches qui sont accompagnés dans ces moments difficiles, et où le législateur est bien loin dans ces moments-là pour nous aider à parvenir au résultat. Donc c'est quelque chose qui nous sert entre guillemets déjà le consentement présumé, dans le sens où professionnellement on dit après la mort il y a une possibilité de don d'organes. Est-ce que vous connaissez la position? Ça peut être organisé comme ci, comme ça. Voilà. Mais on s'en sert entre guillemets comme d'une position un peu officielle, mais jamais on se réfugiera derrière ça pour avoir
un passage en force, entre guillemets, dans ces conditions-là. Et puis je pense que l'ensemble de cette discussion, elle n'arrive pas à faire porter le message positif autour du don et de la chaîne de solidarité qui est indispensable pour la transplantation, et que tant qu'on parlera d'opposition en France, on ne se battra pas pour faire de la greffe, pour promouvoir le don et pour avoir une construction positive d'une chaîne solidaire solidarité qui sont bien mises à mal en ce moment dans notre espace public. L'amendement, il sert aussi à préciser les modalités, c'est demandé dans le texte d'application, préciser les modalités d'information du public. Ces modalités d'information du public, elles doivent être écrites à partir d'un groupe de travail qui sera animé par l'agence de biomédecine avec les professionnels. La cible, c'est évidemment les 15-25 avec des espaces itératifs de répétition pour l'information. Ça, c'est une bonne démarche en termes d'information professionnelle. Et il faut, avant de pouvoir opposer, entre guillemets, l'information à la réalisation du prélèvement, il faut bien sûr s'assurer que cette information elle a été délivrée. Et que je pense que ce n'est pas la loi qui modifie ça, mais c'est les moyens qu'on met pour l'information du public et pour la formation des professionnels qui va corriger cette dimension, et non pas la loi. Je pense que les moyens, on ne se fera pas d'illusions, mais on ne les aura pas. Enfin, comment on va conduire les entretiens dans ce nouveau contexte dans les coordinations hospitalières? Comme je vous l'ai dit en introduction, je pense qu'on ne changera rien à la conduite des entretiens au niveau de la coordination hospitalière, et que c'est même, je dirais, un remue-ménage qui est contre-productif quand on voit l'expérience autour des donneurs Maastricht 3, où les équipes de réanimation passent du temps à construire une décision d'arrêt des traitements avec les proches, sont attentifs au travers des proches à la volonté du patient qu'il avait de se savoir ou non avec un handicap, et que ce n'est pas la législation qui nous permet d'obtenir ça, mais c'est la construction de l'accompagnement clinique quotidien. Voilà un petit peu ce que je voulais souligner de la part des associations, je pense, de l'AFCH et de la SFMPOT. Merci. Merci d'avoir respecté le temps de parole. Bon, je reviendrai un peu sur la question de l'écriture de la loi, parce que bon, j'ai bien compris qu'il y avait des réticences, mais est-ce que l'idée même de réécrire la loi à l'occasion, pourquoi pas, en changeant quelques termes, c'est une bonne initiative, même si sur le fond... les choses sont contestables. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge Dupré ? Non, je voudrais témoigner un petit peu plus que commenter, parce que j'ai été jeune à une époque, j'ai fait des entretiens en tant que réanimateur, parce qu'il n'y avait pas de coordination dans l'hôpital où je travaillais. Et je me rappelle de cette émotion avec les... C'était pas du professionnalisme à l'époque, et je crois que vraiment les coordinations locales ont fait faire un progrès éthique énorme, et que cette loi cette formulation dont vous parlez balaye un peu tous ces efforts qui ont été faits et qui aboutissent à une qualité dans l'acceptation dont on doit être fier. On parle que du 30% de refus. Moi, je dirais que c'est une caractéristique française, et on doit la prendre comme ça et en être fier. S'il y a 30% de personnes qui refusent, enfin de proches qui refusent, c'est une caractéristique plutôt qu'un défaut. Et par contre, ce qui est une qualité, c'est le degré de complicité qu'on a obtenu entre ceux qui acceptent et les équipes de coordination. Et je replacerai ça plutôt dans une perspective plus anthropologique. Je pense que l'acceptation, ça permet de revoir le don d'organes et la greffe dans une mort ritualisée, c'est-à-dire acceptée par le plus grand nombre. Alors que là, on a l'impression que c'est la loi qui va imposer un processus de fonctionnement et qui vient de façon externe imposer une sorte de mort abstraite. Et là, j'adhère pas du tout. Je pense que si on veut faire la promotion du don, il faut faire la promotion de la discussion, de la compréhension de cette chaîne de vie qui est symbolisée par la greffe,
Et on a parlé de sacré, de transgression ce matin, et je pense que ces termes font peur, alors qu'il faut en faire justement la promotion. C'est parce qu'on est dans le sacré qu'il faut en parler et savoir de quoi on parle, plutôt que d'avoir des pratiques un peu soit imposées, soit cachées, ce qui a été fait pour le Maastricht 2. Il n'y a pas eu assez d'informations pour le Maastricht 2. J'espère que pour le Maastricht 3, il y aura une véritable information auprès du public, parce que là, on va, entre guillemets, se ramasser encore une fois. Et c'est pas la loi qui changera les esprits, et c'est pas la loi qui imposera aux Français d'avoir moins de refus, moins de taux de refus. Merci pour cet éclairage. Alors je vais demander maintenant à Omar Fassatoui, en lui reposant la même question, à la fois sur le fond et la forme. Vu que j'ai une double casquette de juriste et de sociologue des religions, donc je vais me permettre de regarder des deux côtés. Parce que pour revenir à la transgression, je pense que la transgression est toujours pardonnable quand c'est une autorité qui l'a fait. Donc l'État doit parfois avoir le courage de prendre une décision que les médecins ne peuvent pas prendre, parce que c'est une décision audacieuse, je pense. Mais vu que c'est l'État qui la prend, je pense que des personnes pardonneront plus à l'État qu'à un médecin qui aurait agi tout seul. Donc ce cadre juridique pourrait peut-être offrir pas une incitation de plus, mais au moins une couverture pour l'équipe médicale, parce que je pense que les gens qui ne donnent pas oublient toujours que c'est dans l'urgence qu'on doit agir. Il y a beaucoup de facteurs que toute l'équipe, tous les intervenants du don n'exposent pas réellement. On ne va pas rentrer dans le travail des réanimateurs, de tous ceux qui vont constater le décès ou autre chose. Donc je pense que le droit, ça a toujours été faire de la biopolitique, c'est l'une des tâches de l'État, gérer les corps des citoyens. L'État français décide pour la PMA, pour l'euthanasie, pour plein d'autres sujets sur lesquels les gens ont des avis différents. Donc si on demande aux Français si on va soumettre ça au référendum, je pense que là, on serait dans une démocratie à la Suisse, et ce qui n'est pas le cas ici. Donc on ne pourrait pas répondre à ces questions sans problématique. D'un autre côté, je vois que la logique religieuse, tant que c'est les autorités, parce que si on va voir le don, dans les deux courants monothéistes que moi j'ai traités ce matin, si on va voir que les autorités, si on va interpréter le texte stricto sensu, la mort cérébrale n'existe pas dans les deux traditions que j'ai abordées ce matin, mais on a pu convaincre les autorités que la mort cérébrale pouvait être considérée comme un critère de mort selon la définition religieuse, et donc tant que les autorités cautionnent cela, donc le don a été permis. D'ailleurs, par exemple, ce qu'on a remarqué, ce que moi j'appelle l'emprunt de tradition, en matière de réponse religieuse, des pays comme le Maghreb peuvent parfois se soumettre à une décision qui a été prise en Iran ou en Afghanistan. Des Israéliens peuvent se soumettre à des responsables qui habitent à New York, qui sont beaucoup plus progressistes que ceux qui habitent en Israël. Donc la transgression, parfois, c'est une histoire de définition, j'ai l'impression, qui peut changer avec le temps. Et donc je pense que ce cadre-là, d'autant plus que je pense que les systèmes d'opting out, le fait de considérer que tout le monde est consentant et de faire sa carte de non-donneur, je pense qu'il donne plus de chance aux dons que l'autre système qui est plus volontaire et plus... il reste toujours dans l'invitation à donner, alors que là, on est en train de pousser peut-être. Oui. Quand je parlais de transgression, je parlais comme ça. Non, mais moi je l'ai compris comme Pour ça. moi, la transgression de l'acte de greffer, c'est de prendre un organe d'un corps et de le transférer dans un autre. Ça, jamais l'humanité ne l'avait fait avant la transplantation. Et c'est les médecins qui se sont entendus autour d'une convention afin de pouvoir réaliser cet acte. Donc, à partir du moment où on est dans le transgressif, mais il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, il s'agit de l'analyser froidement comme ça, ça doit s'entourer de rituels, de choses. Et je pense que la relation qui a été établie entre les équipes de coordination et les familles de donneurs participe à ce rituel de deuil, en fait, d'acceptation de la mort, d'une mort très particulière. Et ce n'est pas le législateur ni le politique qui va dire à ces professionnels comment il faut faire. Voilà. C'est de ça dont je voulais parler. Merci d'avoir apporté cet éclairage, et je vais donner la parole à Nicole Lachab, qui est infirmière coordinatrice ici même à Avignon. Est-ce que vous pensez que la loi pourrait décharger les proches d'une trop lourde responsabilité comme l'invoque le législateur à l'appui de cette réforme? Oui, bien sûr. Voilà, donc moi je vais parler tout simplement avec mes mots d'infirmière et mes mots d'infirmière
coordinatrice voilà, et de mon vécu. Donc déjà, avant que cette loi sorte, j'avais déjà réfléchi à la question du poids de la prise de décision par cette famille. Malgré la phrase que l'on prononce toutes et tous lors de nos entretiens, nous recherchons le témoignage du défunt. Cette réflexion, je l'ai partagée avec bien sûr des collègues autour de discussions qui essayaient de s'appuyer un petit peu plus que moi sur la loi par rapport à aborder ce don d'organes. Et cela, c'est vrai, ça m'a pris beaucoup de temps avant de changer un petit peu ma façon de faire au niveau de l'entretien. D'autant que le principe de consentement présumé n'est pas toujours bien compris et surtout n'est peut-être pas toujours bien appliqué par les professionnels que nous sommes, parce que j'entends encore toujours des collègues qui disent « je suis en attente de l'autorisation de la famille ». Eh bien non, on n'a pas à avoir l'autorisation de la famille. La famille est favorable ou pas? Eh bien non, la famille n'est pas favorable. C'est le défunt qui était favorable. Donc je pense que ce témoignage décision est une étape qui est difficile pour les familles qui, à ce moment précis et particulier de leur vie, ont de la difficulté à comprendre qu'est-ce que c'est que la restitution du témoignage, d'autant que beaucoup de familles n'en ont pas parlé. Et pour eux, ils le considèrent comme une décision. En tout cas, c'est ce que moi, je ressens et que je partage avec quelques collègues. Cette loi, ça y est, elle est faite, elle est sortie. Donc, je vais un petit peu essayer de la positiver, voilà. Et donc, je comprends cette loi dans le sens qu'elle va déjà renforcer cette loi qui est déjà existante, et elle nous viendra, et je pense qu'elle va nous venir en aide lorsqu'on l'aura intégrée dans nos nouvelles pratiques. Alors bien sûr, cela va demander du travail, va demander sûrement une modification de nos entretiens, mais en tout cas, l'entretien que nous ferons, ben voilà, il sera toujours aidant, bienveillant, respectueux, accompagnant, avec une confiance mutuelle, parce que je pense que la confiance que les familles nous apportent et apportent à l'équipe médicale et paramédicale est excessivement importante. Cette loi, il faudra l'utiliser pour une inversion de situation, c'est-à-dire que ça va être l'équipe médicale et la coordination, ainsi que la société par l'intermédiaire de cette loi, qui va porter la proposition de don ou de démarche de don. Et dans ce nouvel entretien, la famille ne portera pas la décision, parce que qu'on le veuille ou pas, la famille, elle porte cette décision de dire oui ou de dire non. Mais elle validera seulement cette proposition. Jusqu'à présent, souvent la famille utilise le principe de précaution, c'est-à-dire qu'elle refuse, alors que si, je pense, d'emblée, nous créons une porte ouverte sur le oui, cela paraîtra plus satisfaisant. Nous pourrions ainsi faire un parallèle avec les limitations de thérapeutique active, adhésion de la famille à la proposition des limitations et d'arrêt des soins futiles. J'utilise le mot satisfaisant car avec la loi actuelle, lors des entretiens, nous pouvons dire générosité, sauver des vies, gentillesse. Je trouve que nous les entraînons là quelquefois. Je trouve que nous les entraînons là quelquefois dans une certaine culpabilité, surtout lorsqu'ils disent non, parce que c'est pas parce qu'ils refusent que cette personne-là n'a pas été gentille, n'a pas été généreuse et n'aurait pas aimé sauver des vies. Exemple, souvent les familles, quand elles nous refusent, elles partent et elles nous disent « je suis désolée pour les receveurs, je suis désolée, mais là je ne peux pas vous dire oui, même si je sais que plus tard je vais refuser, ne me jugez pas ». Comment dire qu'ils n'étaient pas généreux, mais à ce moment-là, bien sûr, je ne peux pas vous dire oui. De même, les familles, quand elles sont dans un avis favorable, souvent elles nous demandent « mais est-ce qu'il faudrait que je signe, est-ce qu'il faut que je signe une autorisation ?» Eh bien non, puisque le consentement présumé, ce n'est pas une autorisation. Donc est-ce que ce consentement présumé a-t-il été bien compris et entendu par cette famille? Bien sûr, cette loi, elle a des insuffisances et des grosses insuffisances. D'abord, elle est difficile à accepter parce qu'effectivement, elle est sortie comme ça, sans concertation, ni avec les professionnels de santé, ni avec un débat de société, et surtout sans aucune communication et explication dans le grand public. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle permet de porter les équipes et que l'équipe médicale et paramédicale peut ainsi porter la famille. J'interprète aussi cette loi comme une ouverture à normaliser la proposition de don. Elle servira peut-être de levier sur les familles qui ont seulement besoin d'un tout petit coup de pouce pour adhérer au don. Cette loi m'autorise et je ne prends pas de décision. Je ne trouve pas indécent, moi, alors peut-être que je vais choquer,
Mais en tout cas, je ne trouve pas indécent de prononcer le mot loi dans l'entretien s'il est dit avec justesse, pudeur et gentillesse. Tout dépend de comment nous faisons l'entretien et de comment nous le portons. Et moi, honnêtement, je m'en sers et je n'ai pas honte de le dire. Je sais aussi qu'elle sera difficile à appliquer parce que quand, bien entendu, la discussion sera bloquée sur un nom pur, eh bien, je serai alors hors la loi, bien entendu, puisque je ne passerai jamais au-delà des sentiments de cette famille, notamment dans ce moment-là. L'offre de greffe et donc le don d'organes est un choix de notre société. Cette loi, je trouve qu'elle répond d'une mauvaise façon à des questionnements. Elle demande aux professionnels de santé de résoudre les problèmes de ce choix, et c'est bien là la difficulté de ce choix de citoyens à la place des citoyens. Et en même temps, elle n'accompagne pas ces citoyens à elle, à la société, pour avoir une réflexion qui devrait être faite à froid. Cette loi ne permettra pas, certes, de faire disparaître la pénurie. D'autres pistes sont à réfléchir. Peut-être à faire du service du prélèvement d'organes un vrai service médical, comme n'importe quel autre service. Des équipes uniques de prélèvement, bien entendu une information généralisée et, je dirais, obligatoire, bien que ce mot, je ne l'aime pas beaucoup, auprès du grand public, avec un positionnement sur la carte vitale, sur la carte d'identité, sur les démarches anticipées, et bien entendu une formation aux professionnels qui doit être adaptée, et adaptée surtout à cette nouvelle législation, puisque cette nouvelle législation va nous entraîner des modifications de notre comportement. Je me tourne vers Monsieur Alain Milon. Merci aux sénateurs que vous êtes d'avoir pris de votre précieux temps pour nous apporter votre éclairage politique, puisque cette loi a été très controversée dans sa procédure même, puisque vous allez nous préciser les choses. Les professionnels ont eu le sentiment d'un fait accompli et on se demande si la démarche elle-même sur un plan politique, législatif, a été malheureuse, malencontreuse, maladroite, ou est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire bouger la loi? Je vous remercie beaucoup. Mais, la réponse va être claire. Je suis sénateur, je suis président de la commission des affaires sociales au Sénat. Et au Sénat, nous n'avons pas voté cet amendement Touraine. On l'a fait enlever. On l'a fait enlever 2 fois. Une première fois quand il est arrivé de l'Assemblée nationale, c'était à ce moment-là l'amendement du professeur Touraine. Il a été retiré par le Sénat. Et une deuxième fois, lorsqu'il est revenu de l'Assemblée nationale, c'était l'amendement Touraine, mais l'amendement de la ministre. C'est-à-dire l'amendement du député Touraine édulcoré, et donc qui revenait à nouveau au niveau du Sénat. Et nous l'avons enlevé une deuxième fois. Ensuite, nous avons eu une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, où nous avons eu un désaccord profond sur différents sujets, le tiers payant, etc., etc., et cet amendement Touraine. Donc la CMP n'a pas obtenu de résultats positifs. L'Assemblée nationale est repartie de son côté, le Sénat est reparti du sien, et le Sénat a revoté son texte dans lequel l'amendement Touraine avait été supprimé. Par contre, l'Assemblée nationale, qui a un dernier mot dans ce cas, dans le cas d'une CMP négative, a revoté donc son texte avec l'amendement de Marisol Touraine, donc l'amendement du professeur Touraine édulcoré. C'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi est-ce qu'au Sénat nous étions opposés? Nous étions opposés pour différentes raisons qui ont pu être exposées ici, en particulier pour des raisons médicales, pour des raisons que les équipes médicales n'étaient pas obligatoirement très favorables à la mise en application immédiate de cet amendement du professeur Touraine. Mais nous étions opposés aussi sur un autre principe, sur un principe législatif. Les citoyens reprochent, à juste raison, aux politiques de faire trop de lois. La loi de modernisation de la santé était une loi qui, au départ, devait moderniser à nouveau les hôpitaux, la marge des hôpitaux, le regroupement des hôpitaux, les agences régionales de santé. Il n'était pas question de revenir sur le tabac, sur l'alcool, sur les greffes, sur la bioéthique, etc. Au départ. La loi telle qu'elle a été présentée par Madame la ministre au gouvernement comportait 55 articles. Quand elle est sortie de l'Assemblée nationale, elle en comportait 175. C'est-à-dire donc qu'il y a eu des tas d'articles, dont l'article du professeur Touraine, qui ont été ajoutés à cette loi. Et ces rajouts-là entraînent la confusion.
Nous avons voté en 2009 une loi de bioéthique, j'en ai été le rapporteur au Sénat. Nous avons voté en 2009 une loi de bioéthique. Et le Sénat avait imposé à l'Assemblée nationale, qui l'a accepté, c'était Jean Leonetti qui était le rapporteur à l'époque, et au ministre qui était Xavier Bertrand, l'obligation de la révision de cette loi de bioéthique 7 années après sa mise en application, c'est-à-dire en 2009-2010. Donc, révision obligatoire en 2017. Les autres lois de bioéthique précédentes étaient révisables tous les 5 ans. On s'est aperçu que 5 ans, c'était un peu juste pour différentes raisons, et l'Agence de biomédecine nous l'a fait assez remarquer, donc on a décidé de mettre 7 ans. Pour nous, une loi aussi importante que la loi de bioéthique, dans laquelle se trouvent différents thèmes, dont le thème des greffes. Une loi aussi importante que celle-là doit être reprise de fond en comble au moment de sa révision, après concertation avec les professionnels, avec les associations de patients, avec la population, tel que c'est prévu d'ailleurs dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Cet amendement est arrivé comme ça par hasard, pas tout à fait par hasard, il a été adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et il a été voté à l'Assemblée nationale, je vous rappelle quand même, par 11 députés à 2h du matin. Donc c'est aussi un cas un peu spécial. Donc nous souhaitons encore que la loi de bioéthique soit révisée comme il est prévu en 2017, qu'il y ait des concertations dans chaque région à partir des ARS en 2017, qu'après ces concertations, le législateur s'empare de la loi avec les professionnels et que nous refassions les différents articles s'il faut les refaire. Il y a des articles qu'il ne faudra peut-être pas toucher, d'autres articles qu'on sera certainement obligé de toucher. Voilà ce que nous avons souhaité. Maintenant, je veux revenir aussi sur ce qui a été dit précédemment. La loi, c'est la loi de modernisation de la santé. L'amendement Touraine n'est qu'un article de la loi de modernisation de la santé, ce n'est pas la loi. Il n'est applicable qu'à partir du 1er janvier 2017, à la condition que les décrets d'application soient édités 6 mois auparavant. On est en mars et pour l'instant, les décrets d'application ne sont pas encore édités. On aura sûrement l'occasion, avec les échanges qui vont suivre cette table ronde, de revenir sur ce dispositif. Je vais, avant de donner la parole à la salle, donner désormais la parole à M. Michel Sabouret, qui est représentant des usagers. Nous vous écoutons. Bien, en préliminaire, je voudrais d'abord remercier les organisateurs d'avoir permis aux représentants des usagers d'exprimer leur angle de vision, même si, dans le cas présent, c'est extrêmement délicat. Délicat pour 2 raisons, parce qu'il me semble que les organisations, que la difficulté vous revient à vous, professionnels de l'annonce, que les organisations professionnelles se sont positionnées clairement contre le maintien de l'avis de la décision de la famille. Par contre, la position est beaucoup plus ambiguë pour les associations de patients. Pour ce que j'ai pu en lire au 9 mars, il n'y a pas encore de position retenue sur ce point. Donc, il me revient maintenant d'effectuer un peu un numéro d'équilibriste en m'appuyant sur les droits individuels des patients, ce qui, d'une certaine façon, et j'en suis très satisfait, va rejoindre bon nombre de points qui ont été abordés précédemment. Alors, les droits des patients... Alors, le terme de droit, il faudrait le mettre entre guillemets parce que j'aimerais bien qu'on le fasse évoluer parce que, comme il a été dit ce matin, on met des devoirs en face et ça me gêne un petit peu. La notion de droit et de devoir. Alors, tout d'abord, dans le cadre des droits par rapport au parcours de soins, le donneur, ou ce qui malheureusement le plus fréquent, les proches, de quoi doivent-ils être assurés? D'abord, et ça c'est votre quotidien, du respect de la dignité au cours du procès-échange d'informations, du respect de la confidentialité. Ce qui me paraît important, de recevoir une information loyale et compréhensible. Et surtout, que leurs paroles soient prises en compte. Ça, c'est un peu très généraliste. Et puis, il y a un nouveau texte qui me paraît aussi intéressant et que je fais un parallèle, bien sûr, avec ce point. C'est le texte concernant la fin de vie. Et il y a en particulier 2 dispositions qui peinent à se généraliser, mais elles aussi, il y a un faible pourcentage, mais semble importante dans ce contexte. Ce sont les directives anticipées
et la personne de confiance. Alors, je voudrais un peu développer ce point afin de respecter la douleur des familles ou de ne pas accroître celle-ci. Ne serait-il pas opportun, chaque fois que cela est possible, d'expliquer aux patients et ou aux proches d'introduire le don d'organes dans des directives anticipées? À mon sens, c'est certainement une extension des directives qui prend toute sa signification, puisque la décision ne prolonge pas sa vie, mais une vie. Mon souci n'est pas de choquer, mais il semble que c'est reconnaître que le patient citoyen peut exprimer des choix volontaires jusqu'à la fin. Plus réaliste peut-être, c'est de désigner la personne de confiance. La personne de confiance, c'est donner sa confiance à un tiers qui adoptera les meilleures dispositions que le patient aurait souhaitées. Mais aussi et surtout, c'est permettre aux proches d'engager la période de deuil en pouvant s'appuyer sur 2 interlocuteurs, l'équipe de soins bien sûr, mais la personne de confiance qui sera le contributeur du dialogue. Alors, ce qui me paraît être un point et qui sera presque ma conclusion, il ne faut pas omettre que même si ceci n'est pas toujours entendu comme cela, le patient il a une confiance absolue dans la décision médicale lorsqu'elle est comprise par le patient ou la personne de son choix pour le représenter. Alors, c'est un peu difficile de prendre une position qui est presque une position personnelle dans le cas présent, mais il ne paraît pas possible d'intervenir contre une opposition clairement exprimée des proches, mais il me semble qu'une utilisation bien comprise des règles de la démocratie sanitaire doit pouvoir permettre de trouver un terrain favorable pour pour favoriser le don. En s'appuyant, ce qui me paraît important, sur les valeurs profondes des patients citoyens ou ce que j'appellerais communément son intelligence du cœur. Merci pour ce témoignage éloquent. Peut-être qu'on pourrait apporter une petite précision pour le profane que je suis, ça me paraît vraiment essentiel, sur le nombre de cas que j'imagine a priori assez faibles, au cours desquels un patient, à sa carte de donneur, fait connaître à sa famille son point de vue, par exemple favorable, puisque c'est le cas le plus fréquent, favorable à un prélèvement d'organes en cas de mort encéphalique, et la famille qui dit « non, mais on sait bien que lui y était favorable, mais on y est hostile ». Bon, j'imagine que ça doit exister, mais enfin, significativement, statistiquement, est-ce que ce ne sont pas des cas rarissimes? Je voudrais juste donner un avis de celui qui est certainement le moins bien placé pour le faire, mais je crois par contre, j'ai parlé de la personne de confiance, et justement si il y a désignation, est-ce qu'il y aura de plus en plus de désignation de personnes de confiance, il n'y a plus qu'un seul correspondant qui représentera le patient, et ça, à mon sens, ça soulage beaucoup les familles de la décision. Et là, c'est pour ça que j'ai pensé qu'ils pouvaient commencer leur travail d'abandon, enfin d'oubli ou de deuil du patient. Il me semble, si on en vient à la notion de personne de confiance, on oublie les difficultés, on omet ou on supprime toutes les difficultés liées au nombre d'intervenants. Personne de confiance au rang desquels peut figurer le médecin traitant. Hein, on peut le souligner. Personne de confiance, c'est la personne qui a été désignée par le patient. Oui. Et que c'est opposable. Qui peut être son médecin. Qui peut être son médecin, qui peut être un de ses enfants, qui peut être un ami, qui peut être la personne de son choix. Sur la question que j'ai posée sur le cas de figure, peut-être Sadek, est-ce que ça existe, ça? Oui, on a tous connu ça. Des familles qui vont dire oui, il voulait, mais je ne peux pas accepter. Ou c'est bon, on a tous ça. C'est difficile de faire. Je crois que c'est difficile d'en faire des statistiques parce que c'est vraiment des cas rapportés. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas capable de donner des statistiques. Non, franchement, je pense que c'est un cas qui est complètement marginal et qui est dans le fantasme de tout le monde. À partir du moment où la personne s'est positionnée de son vivant et a une carte, la famille, même si l'entretien peut être difficile et peut-être un petit peu plus long, mais la famille dira toujours
oui à la fin parce que c'est voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort toujours et puis peut-être que on l'entretient parce que c'est vrai que ça se répète de s'il y a une carte mais la famille qui ne veut pas, on ne fera pas le prélèvement. Et ben, enfin, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce sont des éléments qui sont rares, mais qui sont emblématiques, en fait. Et c'est un peu la même histoire, finalement, de la famille qui refuse et qui revient après et qui vous dit « j'aurais dû dire oui ». Je trouve que l'élément rapporté par M. Sabouret est absolument essentiel et qui peut-être représente une forme de sortie de crise intéressante. À la HAS, à la Haute Autorité de Santé, il y a actuellement toute une discussion sur l'application de directives anticipées ou de personnes de confiance, avec un texte qui a été notamment écrit par le professeur et qui rappelle cette dimension-là. À la commission de stratégie de prise en charge et de parcours de soins, on a eu à discuter cet élément-là et on a finalement décidé de rajouter la question de la volonté du patient sur la greffe comme à titre d'exemple de ce qui pouvait être indiqué. Et on a, alors je pense que c'est susceptible de pouvoir réduire les conflits, de ne pas les supprimer, parce que si les directives anticipées sont opposables, d'après la dernière mouture de la loi Leonetti, la personne de confiance a un statut qui est quand même moindre. La loi dit son avis prévaut sur tout autre avis non médical. Son avis prévaut sur tout autre avis non médical. Donc la personne de confiance, son avis va prévaloir sur celui de mon fils, ma mère, mon épouse. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le médecin sera tenu de suivre l'avis de la personne de confiance, alors que les directives anticipées, elles, ont un caractère plus opposable. Monsieur le sénateur, peut-être un mot aussi sur la personne de confiance ? Je voulais dire ce qui a été dit. Je voulais juste ajouter, ça n'est pas écrit dans la loi. Mais ça a été dans les discussions au moment de la loi sur la personne de confiance, qui est une autre loi. C'est la loi sur la fin de vie, la personne de confiance et les directives anticipées. Mais dans le cadre des directives anticipées, la personne de confiance peut être désignée, évidemment. Ça peut être un médecin, évidemment, mais ça ne peut pas être le médecin traitant. C'est en conflit d'intérêts, en quelque sorte. Voilà. On a eu cette discussion dans le groupe de travail au ministère là-dessus. Hein, quel support et quelle place aux directives anticipées, tout ça. La réalité en France, c'est qu'il y a moins de 5% des directives anticipées qui sont présentes dans les dossiers. Donc ça, c'est la base. On peut très bien discuter sur le fait que les médecins, surtout les médecins qui prennent en charge des pathologies chroniques, parce que les directives anticipées, ça devrait être ciblé essentiellement sur les prises en charge de pathologies chroniques et non pas sur de la pathologie aiguë qu'on ne peut pas anticiper conceptuellement quand on n'est pas médecin ou soignant. Hein. Donc, mais la pathologie chronique, c'est... S'il vous plaît, je trouve qu'il y a un petit peu de bruit. Merci. Non, c'est pas grave. La pathologie chronique, c'est tous les jours et c'est répétitif. Donc là, c'est le champ théorique d'application des directives anticipées qui est relativement nul. Et c'est en plus pas le champ des donneurs en général. Donc... on est confronté à un défaut d'efficacité et de pratique qui fait que même si le support théorique il est très bon, je pense qu'en pratique, il n'y aura pas de diffusion suffisamment large pour que ça puisse être une aide à la thématique. Et on défend vraiment que c'est la formation des professionnels qui doit être appuyée. Les médecins généralistes ne sont pas formés. Les médecins spécialistes en réanimation, en anesthésie-réanimation ne sont pas formés à ces sujets-là. Ce n'est pas dans les programmes universitaires, ni de deuxième cycle, ni de troisième cycle, ni dans les spécialités. Donc il y a quelques spécialités ou facultés qui le font, par volontariat, mais ce n'est pas obligatoire. Et je pense que c'est plutôt sur ces champs-là qu'il faut insister, parce que les Espagnols ont bien montré ça. Hein. En 15 ans, ils ont vu baisser leur taux d'opposition de 32 ou 33% à 15%. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont fait que de la formation des professionnels et de l'information du public. Ils n'ont pas changé leur loi, rien du tout. Et je pense que le modèle espagnol, dans ce sens-là, il est très puissant. Agir les leviers en amont. Voilà. Je voulais donner la parole à la salle, madame. Allez-y. Plus fort. Merci. Nous faisons des campagnes face à face autour de la journée du don pour informer le public, non pas dans un milieu hospitalier, mais à l'extérieur. Et là, on peut se rendre compte que la plupart des gens ne sont pas au courant, ne savent pas
la loi, ne savent pas le registre des refus, l'inscription. Par rapport aux pratiques que je peux avoir, et que je pense que ma collègue a aussi, lorsqu'on aborde des familles, la plupart du temps, si on a des refus, c'est parce que les gens ne sont pas au courant et qu'ils n'osent pas prendre de décision. Alors moi, je me demande si la problématique ne vient pas plutôt du manque d'information, de support, où on pourrait enregistrer le oui, et qui serait pour nous une façon de libérer les familles en disant, ben regardez, il s'est positionné, je ne sais pas moi, sur la carte vitale, sur la pièce d'identité, sur le permis de conduire, lors d'une hospitalisation. Merci pour cette intervention, madame. Alors, moi, je suis aussi une professionnelle de santé, coordinatrice au don d'organes. Et lors de la sortie de cet amendement Touraine, c'est vrai qu'autour de moi, professionnels non de santé, on en a beaucoup discuté. En fait, il me semble, bon, je n'ai pas mené une grande enquête, mais il me semble que cet amendement choque le professionnel de santé et choque beaucoup moins la population. Et en fait, pour revenir à ce que vous disiez, est-ce que cette loi ne serait pas aussi une aide aux citoyens quand souvent ils n'en ont jamais parlé et que les familles se retrouvent dans le désarroi parce qu'ils ne savent pas quoi répondre? Et est-ce que cette loi ne permettrait pas justement de les aider à se dire mais on n'en a pas parlé, mais la loi dit que s'il n'est pas inscrit, il est donneur potentiel. Est-ce que c'est pas dans le texte actuel? Oui, mais on va demander, on demande le recueil du témoignage du défunt. Mais quand ce défunt n'en a jamais discuté, la famille ne sait pas. Et peut-être que cette loi aiderait la famille dans sa prise de position. Et je suis tout à fait d'accord avec ma collègue, c'est-à-dire qu'il me semble que l'amendement Touraine prend tout son sens si la population est informée de ce registre national de refus. Le problème, c'est que les gens ne savent pas, quoi. Merci, monsieur. Là-bas, je vois un doigt qui se lève. Oui, monsieur, au fond, vous étiez en premier, allez-y. Bonjour, je suis aussi coordinateur de prélèvement d'organes depuis une dizaine d'années. Et je suis assez choqué par un certain nombre de propos que j'entends. Pour moi, cette loi n'apporte rien, à part de la confusion. Et en fait, on avait tous les éléments légaux jusque-là pour faire notre travail. J'entends parler de consentement présumé. Pour moi, ça n'existe pas. Un consentement où il est explicite ou il n'existe pas. La loi ne parle pas de consentement présumé depuis 1976. Elle dit simplement qu'on a le droit, on peut prélever les gens, à la seule condition qu'ils n'étaient pas opposés de leur vivant, parce que de son vivant, on peut prendre des décisions. Conclusion, qu'est-ce qu'on fait devant ces familles? Normalement, on n'est pas là pour essayer théoriquement de discuter complètement avec eux. On vient chercher un témoignage de quoi? Pas de ce que voulait le défunt, simplement de s'il était opposé. C'est tout ce que nous dit la loi. Après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Quand les gens n'ont pas parlé, après, c'est une discussion. Si la loi elle dit qu'on peut faire, c'est qu'elle dit que c'est une possibilité, on est couvert légalement, mais surtout, elle nous donne une sorte de périmètre légal qui nous permet à nous, professionnels, d'essayer de discuter avec les gens et peut-être de leur donner une dimension à eux en tant que famille. Je suis désolé, le défunt, c'est quand même eux qui vont le pleurer, c'est eux avec ce défunt qu'ils ont vécu toute leur vie, c'est eux qui sont dans la peine, et c'est eux qui peuvent éventuellement s'approprier une démarche de don qui n'est plus celle de la personne qui est décédée, mais qui devient celle des proches, celle de la famille. Et priver les gens de toute cette dimension, je suis désolé, c'est de la mécanique. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans de la mécanique autour. Moi, je ne tiens pas une casse avec des enjoliveurs ou des pompes à eau. Je m'occupe de personnes qui étaient des personnes qui sont défuntes, dont la dernière trace sur Terre est leur corps, et avec ce corps, on ne doit pas faire n'importe quoi. Et il y a une légitimité totale de leur famille et de leurs proches d'éventuellement témoigner, ou en tout cas en parler, ou peut-être, à travers ce proche qui est parti, faire une démarche de générosité au sein de la société. D'accord, écoutez, merci pour ce message très clair. C'est vrai que le but de la loi est de réduire des souffrances et donc générer de nouvelles souffrances au motif de les amoindrir. C'est le sens de votre propos, prêter à confusion peut-être. Une autre voix s'est fait entendre, mais peut-être Sadek voulait réagir. Je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement aussi ce que Mme Lachab a dit, parce que finalement, vous avez des propos qui sont
potentiellement opposés, mais dont le but final est le même. Le but final, c'est adoucir et amoindrir la peine de ceux qui restent. Et finalement, c'est vrai qu'on est sensible aux deux éléments. Alors on peut espérer qu'une mauvaise question donne une bonne réponse, et que finalement ils sortent de toute cette histoire-là plus de discussion ou plus de douceur vis-à-vis des familles, et c'est tout ce qui importe. Je vous comprends, mais je la comprends aussi. Est-ce que le mot opposition n'est pas trop fort? Est-ce que ce n'est pas une question de psychologie dans la manière de dire les choses aux proches? L'opposition est extrêmement tranchée. C'est d'essayer d'assouplir, d'assouplir les choses, et c'est Montesquieu qui disait les lois ne sont pas justes parce qu'elles sont lois, mais elles sont lois parce qu'elles sont justes. Hein? Et là, c'est ce qu'on recherche. Et effectivement, il y a une tension entre les professionnels l'ont pris, nous l'avons pris comme une forme d'agression ou d'oukase, alors qu'on peut espérer que la volonté était quand même bienfaisante, gentille. Mais en même temps, j'ai du mal à imaginer ce que les associations de patients ou les non-professionnels pourraient imaginer d'eux. Finalement, ce qu'on veut, c'est que quand on est dans cette situation-là, on prenne soin de nous, malades, familles. Dupéré va... Il me semble qu'on paye un petit peu ce message qu'on a tenu pendant longtemps sur la pénurie. Pour moi, la pénurie, c'est le manque d'un bien premier. Et un organe donné, ce n'est pas un bien premier. Donc, tenant un discours culpabilisateur sur la population, c'est-à-dire vous ne donnez pas assez, les campagnes dites d'information sont des campagnes d'exhortation, c'est-à-dire on exhorte la population à donner plus. Donner plus, de quelle raison? Puisque la pénurie, c'est les médecins qui la créent, en inscrivant plus de malades. Donc, arrivant à cette conclusion, puisque vous ne donnez pas plus, maintenant, on va se passer de votre avis. Et vu de l'extérieur, c'est un petit peu cet enchaînement qui surprend, qui peut choquer. Même si M. Touraine n'était pas animé de mauvaises intentions. Mais c'est l'aboutissement d'une erreur conceptuelle d'avoir véhiculé ce concept de pénurie depuis longtemps. Il n'y a pas de pénurie d'organes. Il y a une inadéquation. Il ne faut pas employer ce terme. Ce n'est pas un bien premier. Il y avait une autre question, une autre intervention. Merci. Je suis aussi coordinateur et j'avais une réflexion sur, comme disait le docteur Doré, sur les moyens qu'on met en œuvre par rapport à la communication et l'information. En 2007, M. Xavier Bertrand avait institué que par rapport à la nouvelle carte vitale, la carte vitale 2, on pouvait faire figurer sur cette carte vitale l'information si on avait été informé sur le don d'organes ou pas. Et force de constater que c'est une loi qui n'a jamais été appliquée, alors qu'on avait institué quelque chose qui pouvait être un biais d'information. Et voilà, la réflexion, c'était sur une décision législative inefficace, alors qu'elle aurait pu porter ses fruits. Je pense qu'il y a quand même un malaise quand un document officiel est renseigné. Les réflexes sont de dire ça fait force de loi. Ça, par exemple, on le voit pour les directives anticipées pour les malades qui ont des maladies chroniques. Je pense à la SLA, par exemple. On a tous en réanimation reçu des malades qui avaient des SLA avec des directives anticipées, je ne veux pas être intubé, je ne veux pas être trachéotomisé, etc., et qui ont changé d'avis. Et donc, clairement, les directives anticipées doivent toujours être revues dans le cadre de l'urgence, re-questionnées, quitte à intuber un malade qui a dit qu'il ne voulait pas parce qu'en notre âme et conscience, on pensait qu'il allait passer un cap. Donc j'ai peur qu'à partir du moment où une directive est notée sur une carte officielle, vous voyez, qui prend... elle prive tout ce côté humain qui a su être bâti par les coordinations. Parce que circuler, c'est marqué sur la carte vitale. Voilà. Personne n'a raison, bien sûr, mais il faut se méfier des documents officiels qui amputent le débat définitivement.
Simplement du côté technique, la réponse du ministère sur la carte vitale, ça a été échec de mise en œuvre technique de ce dispositif qui était prévu depuis longtemps. On a reposé la question, est-ce que maintenant, avec des moyens plus modernes, non, il n'y a pas de possibilité de refaire ça. Il faut bien séparer les directives, enfin le dossier médical partagé qui sera mis en place, qui est une correspondance qui sera, enfin on ne sait pas par qui exactement ça sera géré, je crois, et la carte vitale qui est gérée par l'assurance maladie. C'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes organismes, et donc et les communications, enfin ce qui nous a été dit, que les communications entre un éventuel RNR et la carte vitale ne seraient pas possibles parce que c'est deux organismes qui sont différents et qu'il n'y aura pas de partage de fichiers. Il n'y a pas grand-chose non plus dans le dossier médical personnel et il a coûté énormément d'argent aussi. Simplement une question de méthodologie et vue de la part de l'usager. Il faudrait peut-être qu'on se pose la question comment peut être déconnectée la santé du soin systématique. J'explique. Vous avez fait plusieurs observations sur l'information, sur le don. Moi, je me rapproche plutôt des directives anticipées. C'est quelque chose que je connais mieux, mais il semble que c'est le même système. Peut-être que ce n'est pas lors des hospitalisations que la question est à poser, mais que la réflexion peut être faite en d'autres lieux, à d'autres moments, où l'usager est plus sensible à la réflexion. Ce n'est pas en rentrant dans un hôpital qu'on doit lui demander « voulez-vous donner ceci ?» ou voulez-vous indiquer vos directives anticipées. Ça me semble être une erreur fondamentale. Une autre, on a encore le temps, je crois. Gaëlle, oui. Quelques questions encore. Allez-y, oui. Bonjour, je suis aussi infirmière coordinatrice. Pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, moi je voudrais revenir sur la question des restrictions, parce qu'il arrive régulièrement que les proches de donneurs rapportent ou émettent une restriction de prélèvement pour tel ou tel organe ou tissu, ce que nous respectons. En pratique, lorsque la loi sera applicable et appliquée, est-ce qu'il existe un recours ou un alinéa ou quelque chose de ce genre pour continuer à faire respecter ce choix qui entre aussi lors des entretiens dans la réussite d'un prélèvement, puisque si on respecte la loi telle qu'elle va être appliquée, c'est l'inscription sur le registre des refus qui permet de refuser tout prélèvement. On n'a pas le droit de décider tel ou tel organe soit prélevé ou pas. Donc ma question, c'est de savoir comment on peut pallier à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? C'est une colle que je vous pose. Ben non, sur la loi, il n'y a rien de prévu. Voilà, mais après, je pense que notre travail, c'est que de l'humain et que l'humain restera toujours malgré cette loi. Enfin, je crois qu'on débat beaucoup de voilà, mais la loi, voilà, c'est notre façon de faire qui va changer. Mais quand la famille va complètement s'opposer au prélèvement de cornée ou au prélèvement de peau, bien entendu qu'on n'ira jamais, aucune de nous et aucun de nous ira à l'opposé. Voilà, cette loi, elle va juste nous permettre, moi je pense, dans les cas où les familles sont un petit peu sur ce fil, on l'a tous eu, ben oui, on voudrait bien dire oui, mais il y a quelque chose qui nous en empêche et tout, dire, eh ben voilà quoi, la loi vous permet de dire oui, et cette loi vous ne porterez pas cette décision sur vos épaules. Et bien entendu que si la famille nous dit, eh ben oui, d'accord, ben oui, c'est vrai qu'effectivement, si la société nous le permet, ben effectivement, ça nous dédouane et voilà. Et donc, il n'y a pas de souci, on va adhérer à votre proposition de don, mais par contre, on n'aimerait pas si, ou ben, bien entendu que tous et toutes, on va respecter. Ça ne change rien aux pratiques actuelles, c'est bien ce que je dis. Moi, je pense que ça va changer dans la façon de dire, c'est-à-dire qu'on va proposer le don d'organes à la famille et on ne va pas y aller de la même façon qu'actuellement où l'on dit, ben voilà, on vient vous voir et voilà, il peut y avoir un prélèvement d'organes, sauf si de son vivant, il s'était opposé ouvertement au don d'organes, parce qu'à l'heure actuelle, c'est ça la loi. Est-ce qu'il s'était opposé, si on veut l'appliquer telle qu'elle est actuellement, sauf si vous nous
montrer qu'il était opposé au don d'organes. Là, ça va être l'équipe médicale et l'équipe de coordination qui fera la proposition de don et l'équipe et la famille, validera. Et donc, c'est les mots qui vont changer. Mais bien évidemment que l'humain restera toujours là. Sinon, le don... enfin, voilà, quoi. Sinon, il faut retirer le don d'organes et don de tissu. Vous dites, sauf si vous nous montrez, vous avez dit ça. Non, sauf si vous pouvez nous... À l'heure actuelle, la loi, c'est que si la personne n'a pas manifesté son opposition de son vivant, on est à l'heure actuelle tous donneurs d'organes. Et donc, on va rechercher cette opposition, ce témoignage auprès de la famille. Mais voilà, quoi. C'est vrai que les familles, quand ils n'en ont pas parlé, souvent, ils disent non. Donc, c'est vrai qu'il faut leur dire, eh ben voilà, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il aurait été opposé ? Mais la loi, elle le permettait déjà. La loi, elle le permettait déjà. Finalement, là, on a une sorte de politique fiction en se disant que dans le futur, ça sera mieux que la situation actuelle, alors que, un, on n'en est pas sûr, et que, deux, dans le futur, on peut justement avoir des conséquences sociétales tout à fait différentes. La loi, votre argumentaire, vous pouviez déjà l'avoir avant cet amendement. Que jusqu'à présent, l'argumentaire n'est pas bien, sauf que jusqu'à présent, l'argumentaire n'est pas appliqué par tout le monde. Voilà, ça c'est autre chose. Eh bien oui, mais voilà. Et donc cette loi va nous permettre de porter cet argumentaire bien correctement, et ça n'engage que moi, je pense, voilà. Tout en étant humain, tout en étant comme on est d'habitude dans tous ces critères. D'accord. Juste une petite question, est-ce que le fait que la norme devienne le consentement présumé n'invitera pas les familles à en parler plus, justement ? Puisque là, on reste dans la passivité, il faut aller faire sa carte de donneur, en parler avec sa famille. Là, si on va changer la norme, les gens vont plus parler et dire s'ils sont pour ou contre à leur famille. Je pense que le consentement présumé invitera les gens à sortir de la passivité. Jacques. Moi, je voudrais d'abord remercier l'ensemble du travail des coordinations hospitalières qui, depuis 20 ans, ont progressé. Et elles travaillent dans des conditions difficiles avec des équipes de réanimation qui ont des cultures tout à fait hétérogènes, qui ont des communications qui étaient parfois difficiles déjà avec les familles. Elles ont été obligées de rattraper 1000 fois la confiance entre l'équipe soignante et les familles. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas eu de scandales qui sont sortis dans les presses. Il n'y a pas eu de familles qui ont publié sur Internet le scandale « on m'a volé les organes de mon fils ». Donc ça veut dire que le travail est bien fait, sociétalement il est bien fait. Je pense que les chiffres, comme on le dit, 70% de familles qui acceptent, il faut le voir à l'envers, la bouteille est à moitié pleine, ou aux 3/4 pleine. Je crois que vouloir changer cet équilibre subtil, vouloir imposer aux coordinations hospitalières une révolution qu'elles ne souhaitent pas, je pense que c'est mettre en danger un équilibre sociétal qu'on a essayé d'améliorer, oui, mais en tout cas qu'on ne bouleverse pas, et pas de la façon dont ça a été fait, parce que je pense que ça a été pris comme une violence faite aux coordinations hospitalières qui, je rappelle, sont des grands professionnels. Bien, je ne vois plus de mains levées, alors je me tourne vers les orateurs pour savoir si quelqu'un veut le mot de la fin. Écoutez, alors je me tourne vers l'organisateur qui va peut-être nous apporter une conclusion, puis je remercie les intervenants d'avoir joué le jeu et d'avoir dialectisé le débat. Merci.